Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Cette semaine, vous retrouvez un épisode supplémentaire du podcast à l'occasion du Podcaston. Pendant 7 jours, plus de 450 podcasts francophones tendent le micro à une association. Et pour cette deuxième édition, je participe donc à nouveau, et cette fois, je vous propose d'en savoir plus sur l'association La Ligue contre le cancer. Donc vous allez en apprendre plus sur cette structure, mais vous allez aussi bénéficier de l'expertise et des conseils de 3 salariés de la Ligue sur les sujets de prévention pour éviter la maladie, de démarche si vous êtes touché vous-même ou un membre de votre famille, un proche, et aussi de conseils pour savoir comment réagir quand un collègue annonce sa maladie et ce que peuvent faire les entreprises pour sensibiliser, accompagner et soutenir cette cause. Pour tout vous dire, il y a encore un mois, c'est pas du tout un sujet dont j'avais prévu de parler sur le podcast. Sauf que, entre-temps, j'ai malheureusement appris le décès des suites d'un cancer d'un ancien collègue de travail que je connaissais très bien. Et j'ai appris qu'il avait fortement apprécié le soutien du comité départemental de la Ligue contre le cancer. D'ailleurs, pour ses funérailles, il avait spécifiquement demandé de ne pas avoir de fleurs ou autre, mais que les personnes fassent un don à la Ligue contre le cancer. Donc ce podcast, je le vois à la fois comme une façon de soutenir ce message qu'il a voulu passer et de lui rendre hommage quelque part. Bon, Écolo au boulot, c'est plutôt un podcast optimiste et ça sera quand même le cas dans cet épisode. Même si l'histoire que je viens de vous partager est plutôt tragique, c'est fort heureusement pas toujours le cas avec le cancer. J'ai d'ailleurs appris dans cet épisode que 40% des cancers sont évitables. Et avec mes invités, on a évoqué les solutions de tout ce qu'on peut faire pour éviter la maladie, pour savoir comment réagir, pour soutenir la recherche, pour être accompagné si on est touché soi-même. Alors un grand et un immense merci aux équipes de la Ligue contre le cancer de s'être mobilisées si rapidement pour cet épisode. J'espère qu'il vous donnera des clés et portera dignement le message d'espoir et d'engagement qu'on avait envie de faire passer. Bonjour Camille, Yana et Marie-Odile, merci beaucoup d'être au micro d'Écolo au boulot. Bonjour Cassandre. Bonjour Cassandre. Bonjour. Alors pour qu'on entende vos voix et qu'on puisse les identifier, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous faites à la Ligue contre le cancer? Donc je suis Camille Combourieux et je suis responsable de projet Action sociale à la Ligue contre le cancer au niveau national. Yana Dimitrova, je suis responsable du service prévention de la Ligue, donc au siège. Et Marie-Odile Molina, responsable du service partenariat entreprise. Eh bien, merci d'être là toutes les trois. On a de la chance d'avoir autant d'expertise réunie sur ce podcast aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous travaillez quand même pour une association où on peut se dire à la fois, c'est pas un sujet hyper drôle, et en même temps, ça fait 40 minutes qu'on est en train de préparer l'épisode et qu'on fait que rigoler. Donc finalement, ça doit pas être si triste que ça de travailler à la Ligue contre le cancer. Est-ce que vous diriez que vous avez un travail qui a du sens pour vous? Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Certains. Nous avons un métier extrêmement gratifiant puisque nous avons l'opportunité de porter des messages qui vont avoir un impact sur la société et qui vont faire en sorte que les personnes vont avoir une meilleure vie, une vie plus longue et une meilleure qualité de vie. Donc c'est un métier extrêmement gratifiant. Ouais, c'est une belle mission en effet. Alors, je voulais proposer qu'on commence par quelques chiffres sur le cancer, parce que c'est vrai qu'on dit que c'est la maladie du siècle, et en effet, on en dépiste en tout cas de plus en plus. Camille, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur le cancer pour qu'on se rende compte de, en fait, combien de personnes sont concernées, et aussi le fait que c'est pas qu'une maladie de seniors, on va dire, ça concerne notamment des personnes qui sont en âge de travailler et qui sont actifs, et c'est de ça dont on va parler aussi aujourd'hui. Il y a environ 430 000 de nouveaux cas de cancer par an et il y a près de 4 millions de personnes qui vivent avec la maladie en France. Donc effectivement, on est tous concernés directement ou indirectement. Ensuite, plus précisément par rapport aux personnes en âge de travailler qui sont touchées par un cancer, il faut savoir que sur 1 200 personnes qui apprennent chaque jour qu'elles ont un cancer, il y en a près de 500 qui sont en emploi. Donc, ce qui fait plus de 75 000 personnes par an. Et si on élargit le cercle,
Il y a 15 de la population active aujourd'hui qui a une maladie chronique et le CESE, qui est donc le Conseil, économique, social et environnemental, annonce qu'en 2025, ce sera un quart de la population, active qui sera touchée par une maladie, chronique ou grave et s'ajoutent en fait à ces personnes malades, les proches aidants qui eux aussi ont, et vivent des conséquences sur, leur parcours, professionnel du fait de la maladie de leurs proches. Donc il y a aucune entreprise aujourd'hui qui n'est pas touchée, par la maladie d'un collaborateur et notamment, par le cancer. On voit bien donc que la frontière entre, le monde du travail et le monde de la maladie, n'existe plus. Ouais, complètement. Donc, si vous vous sentiez pas concerné, directement ou indirectement, je pense que vous pouvez rester et écouter l'épisode jusqu'au bout. Du coup, pour qu'on connaisse aussi votre structure, la Ligue contre le cancer, moi, j'ai découvert beaucoup de vos missions en préparant cet épisode que je ne connaissais pas. Yana, est-ce que tu peux nous expliquer qui vous êtes, ce que vous faites? Oui, la Ligue contre le cancer est une vieille dame, elle a plus de 100 ans. Notre plus grande fierté et valeur ajoutée, c'est les 103 comités départementaux de la Ligue contre le cancer qui interviennent tous les jours au plus près de la population et qui vont mettre en place des actions. Alors, quel type d'action me diriez-vous? Eh bien, la Ligue a 4 très grandes missions, hein. La première d'entre elles, c'est la recherche. Elle est en effet le premier financeur privé de la recherche sur le cancer en France pour comprendre les mécanismes de chaque cancer, pour le combattre, pour le guérir et pour réduire les effets secondaires ou les risques de rechute. Ainsi que la Ligue finance plus de 700 projets de recherche d'excellence. Nous avons la fierté de pouvoir contribuer à la recherche contre le cancer en France. Et une deuxième mission, c'est la mission de mobilisation de la société contre le cancer. Il s'agit d'un plaidoyer qui est porté par la Ligue pour faire en sorte que la maladie se répande le moins possible, qu'on guérisse plus facilement et plus rapidement, qu'on puisse disposer des bons traitements au bon moment, de manière générale, qu'on puisse être soigné plus facilement ou en tout cas bénéficier de différentes aides qui peuvent nous être fournies pour mieux traverser la période de la maladie. Alors la mission de la prévention, qui est la mission pour laquelle je travaille, elle est également importante parce qu'elle se situe avant la maladie. Et donc nous allons effectivement développer des actions de prévention, des actions de prévention primaire, donc lutter contre les facteurs de risque de cancer, et une mission de prévention secondaire pour promouvoir les dépistages, de sorte à pouvoir déceler des maladies à un stade précoce et pouvoir les guérir plus facilement. Nous intervenons aussi beaucoup auprès d'un public très jeune, donc nous rencontrons plus de 130 000 élèves par an pour prévenir. Oui, parce que la santé, ça commence le plus tôt possible. Alors oui, effectivement, le plus tôt possible et même dans le cadre du cercle familial, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant est très fortement impacté par les comportements adoptés par ses parents. Donc, si on a des parents qui fument, eh bien, notre enfant a 2 fois plus de risques de devenir fumeur à l'âge adulte. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir intervenir au plus tôt. La quatrième mission, qui est aussi extrêmement importante, c'est l'accompagnement des personnes malades et de leurs proches. Effectivement, la Ligue et ses comités vont proposer gratuitement sur tout le territoire un ensemble de services aux personnes malades et à leurs proches, et notamment des soins de support. Des soins de support, ça veut dire quoi? Les soins de support, donc c'est comme le disait Yana, hein, c'est des soins, non médicaux qui, vont permettre, notamment de soulager la douleur, lutter contre les effets secondaires des traitements comme, la fatigue. C'est aussi, des soins qui vont permettre une meilleure estime de soi qui est souvent très mis à mal, par la maladie et donc concrètement, un soin de su les soins de support, c'est le soutien psychologique, c'est, des conseils en diététique, c'est, de l'activité physique adaptée, c'est également de l'aide aux démarches administratives, du soutien financier. Voilà, c'est vraiment des activités, des soins qui permettent à la personne, de, traverser au mieux cette épreuve. Ok, donc ouais, on voit que vous agissez vraiment sur un peu tout le spectre finalement autour de la maladie, que ce soit la prévention, l'accompagnement à la fois des personnes qui sont touchées et de leur famille, de la recherche pour éviter, pour soigner. Donc ouais, vous êtes un peu partout.
Et donc pour faire le lien avec ce qui se passe en entreprise, en fait la première question que moi je voulais vous poser, c'est imaginons que bah voilà une personne qui nous écoute, ou si vous connaissez quelqu'un qui vient d'apprendre qu'elle est malade du cancer, on peut se questionner sur en fait par rapport à mon travail, comment ça se passe, est-ce que j'ai des droits, des protections juridiques, des choses particulières qui sont mises en place pour m'aider, pour m'accompagner, comment je peux être au courant de ce qui existe pour m'aider à garder mon activité professionnelle ou à la reprendre après. Oui, alors effectivement, hein, une des difficultés majeures que rencontrent les personnes malades, c'est l'accès à une information claire et précise sur leurs droits et sur les démarches à réaliser pour faire valoir leurs droits. D'autant plus que, au moment de la maladie, les personnes sont quand même assez fragilisées. Elles n'ont pas énormément, d'énergie à mettre dans, la recherche, d'une information, dans, trouver le bon interlocuteur, constituer des dossiers, faire face aux dysfonctionnements, administratifs. Leur énergie, elles la mettent ailleurs dans le combat de la maladie. Donc, on voit, à quel point, il y a une nécessité, d'accompagner les personnes, dans leur accès aux droits et dans la mobilisation, de leurs droits. Donc, pour répondre à ta question Cassandre, moi j'identifie, 3 acteurs, principaux qui peuvent, répondre à ce besoin, d'information, d'orientation et d'accompagnement. Je dirais que le premier acteur, ce sont, les, assistantes, sociales, qu'on peut retrouver, dans, les centres communaux, d'action sociale, rattachés, aux mairies, donc les CCAS. Également, les personnes malades peuvent trouver, des, assistantes sociales dans, les services sociaux, départementaux. Souvent, en fait, les personnes malades n'ont pas tendance à contacter les assistantes sociales parce que, ils ont, l'idée que les assistantes sociales, accompagnent, les personnes en très grande difficulté, sociale. Ah bah tout à fait, moi j'aurais jamais pensé à ces acteurs-là en effet. Voilà, alors qu'en fait, une assistante sociale, peut accompagner, n'importe quelle personne qui rencontre des difficultés, sociales et financières et notamment donc, les personnes malades, et même les proches aidants. D'autant plus qu'un accompagnement par une assistante sociale, ça permet, d'être accompagné sur, l'ensemble des problématiques, dans l'ensemble des volets de la vie. Donc elle va effectivement, soutenir la personne et lui donner un certain nombre d'informations par rapport aux dispositifs qui existent, au niveau professionnel, sur le plan professionnel, mais également elle va pouvoir accompagner sur le plan du logement, elle va pouvoir aider aussi à la mobilisation d'aide humaine, et cetera. Donc ça peut être extrêmement, pertinent de, prendre rendez-vous avec une assistante sociale lorsque, on est confronté à la maladie. OK, et il y a d'autres acteurs ensuite? Oui, le deuxième acteur, auquel je pense, c'est évidemment, les services de santé, les services de prévention et de santé au travail. Donc, le médecin du travail, en fait, qui va, évaluer, la situation de santé, du, collaborateur par rapport au poste qu'il occupe et aux conditions de travail et de faire des préconisations pour que, ce collaborateur puisse travailler dans les, meilleures conditions au regard de sa nouvelle situation de santé, du fait de la maladie. Donc le médecin du travail a un vrai rôle, d'information, sur les dispositifs, qui peuvent être mobilisés, dans le cadre d'une reprise d'activité, par exemple, et il va aussi accompagner la personne, dans la préparation de sa reprise afin que donc elle puisse mettre toutes les chances de son côté, reprendre dans des bonnes conditions. Et puis enfin, le troisième acteur, auquel je pense, et qui peut renseigner sur, les droits, des employés, c'est le tissu associatif, hein, qui accompagne les personnes, atteintes de cancer et notamment donc la Ligue, qui a développé, plusieurs, dispositifs pour, informer, orienter et accompagner les personnes malades et les proches aidants, dans la mobilisation de leurs droits. Donc, au niveau, national, la Ligue, a, créé un site d'information sur les droits des personnes atteintes de cancer et les proches aidants, qui s'appelle Mes droits, mes démarches et que, donc, les personnes malades et les proches aidants peuvent retrouver sur le site, de la Ligue. Également, la Ligue, met à disposition, des personnes malades et des proches aidants un numéro vert, le 0800, 940 939 via lequel, les personnes malades peuvent être, informées sur, leurs droits en fonction de leur situation, professionnelle et orientées vers les acteurs compétents. Donc le numéro vert, c'est, gratuit, confidentiel, et anonyme. Et également,
la Ligue a développé une plateforme qui s'appelle Emploi et cancer, sur laquelle est publié des vidéos témoignages de personnes qui ont eu un cancer et qui parlent de l'impact de leur cancer sur leur parcours professionnel. Et donc à travers ces vidéos, témoignages, les personnes vont présenter, par exemple, des dispositifs qu'ils ont, mobilisés, pour, reprendre leur travail dans de bonnes conditions. Donc je pense à la visite il y a une vidéo sur la visite de pré-reprise, par exemple. Il y a aussi une vidéo sur la RQTH, donc la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Tu vas aussi retrouver des vidéos, avec des témoins qui vont, présenter des acteurs qui les ont, aidés, dans, leur reprise, de travail. Ensuite, évidemment, les personnes malades et les proches aidants peuvent, se mettre en contact avec le comité départemental de la Ligue, qui pourra aussi répondre à un certain nombre de leurs questions, sur, leurs droits, et ou si le comité n'est pas en capacité de répondre, il sera, en capacité d'orienter, vers les acteurs, compétents. Donc ce qu'on peut dire déjà, c'est que clairement, on n'est pas tout seul quand ça nous arrive. Il y a beaucoup de manières de trouver de l'information et de se faire accompagner pour ses droits. Notamment, être au courant de ses droits, c'est important pour éviter une certaine précarité financière qui peut arriver avec la maladie. Camille, tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, donc effectivement, il y a 38 des personnes malades qui voient leurs revenus, baisser, à cause de la maladie. Donc, il est essentiel, hein, qu'elles puissent, connaître leurs droits, les faire valoir et mobiliser, les dispositifs existants. D'une part parce que, ça peut, éviter qu'elles sombrent, qu'elles tombent dans la précarité, le temps de la maladie ou du moins que ça accentue les difficultés financières qu'elles connaissent, déjà. D'ailleurs, à ce titre, les comités départementaux, peuvent soutenir financièrement les personnes touchées et fragilisées, par le cancer via leur commission sociale, notamment à travers donc l'attribution d'aides financières, qui viennent en complément des aides sociales de droit commun. Et puis, d'autre part, hein, le fait de pouvoir mobiliser, les différents dispositifs existants peut permettre à la personne de revenir dans des bonnes conditions, dans son emploi et ainsi donc limiter les risques de désinsertion professionnelle. Parce qu'il faut savoir qu'une personne sur 3 en emploi au moment de l'annonce ne travaille plus, dans les 2 ans qui suivent le diagnostic. Ouais, donc ça peut faire des trous tant dans la carrière que financier. Exactement. Et si jamais on s'arrête pas de travailler, est-ce qu'on est obligé de prévenir son employeur qu'on est malade? En fait, il y a aucune obligation d'informer son employeur de sa maladie et quand bien même la personne est en arrêt, elle n'a aucune obligation d'informer son employeur sur les motifs de son arrêt. Ok, donc ouais, il y a pas d'obligation spécifique. Mais par contre, ouais, c'est peut-être une question qu'on va se poser. Si jamais la personne, elle fait le choix d'aller parler à son employeur et annoncer qu'elle est malade, on va se mettre plutôt dans la peau de l'employeur. Quand on reçoit ce type d'annonce, est-ce qu'il y a des choses à faire déjà qui sont importantes et aussi peut-être des choses à pas faire, à éviter. Enfin, je sais pas forcément une posture dont les managers ont forcément l'habitude. Donc voilà, quels conseils on peut leur donner? Alors je pense qu'avant de se poser la question de ce qu'il faut, savoir faire ou pas faire quand un salarié annonce qu'il est touché par un cancer, je pense que ce qu'il faut dans un premier temps, c'est se demander comment faire en sorte que ce salarié se sente, assez en confiance pour parler de sa maladie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même, près de 50 des travailleurs qui, n'osent toujours pas, parler, de leur cancer, à leur travail. Puisque d'un côté, donc on a un environnement de travail qui est encore trop souvent peu sensibilisé, à la maladie cancer et à ses répercussions. Donc ils sont assez mal à l'aise, assez maladroits avec le sujet et même parfois malveillants. Et puis de l'autre côté, on a des personnes malades qui ont peur, si elles parlent de leur maladie, d'être stigmatisées, d'être Mmh. licenciées, qu'il y ait aussi, un changement de regard sur qui ils sont, de susciter de la pitié, de plus être considérés comme avant. Or, en fait, le fait de parler de sa maladie, à son travail, ça permet en fait de mettre toutes les chances de son côté, d'être bien accompagné par la structure et que la structure puisse, agir et réagir en conséquence et en lien avec les besoins de la personne et donc lui permettre de reprendre son activité dans, de bonnes, conditions et dans des conditions, adaptées. Pour offrir en fait ce cadre sécurisé et bienveillant, moi je dirais qu'une des premières actions, à mettre en place, ce sont, notamment des actions de sensibilisation à destination de l'ensemble des collaborateurs. Il y a des études, hein, qui montrent que, grâce à une meilleure connaissance de la maladie et puis à une transmission d'outils, notamment, sur, les savoir-être, l'anxiété face à un collègue, malade diminue et donc ça, permet d'être plus dans des, accompagnements, de soutien.
Ouais, ça c'est hyper intéressant parce que je suppose que ça ouais, enfin moi j'imagine bien le malaise que ça peut créer, même parmi les collègues quoi. Tu sais pas trop, faut lui en parler, faut pas lui en parler, qu'est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il faut faire des choses particulières, comment on se réorganise pour le travail? Enfin voilà, je pense que ça peut causer, tout un tas de questions et donc concrètement ce cadre, sécurisé et sécurisant, comment on le crée? Bah, justement, à travers ces actions de sensibilisation, Mmh. qui permettent de mieux comprendre, en fait, la maladie et ses répercussions, qui permettent aussi de développer des savoir-être et des savoir-faire face à un collaborateur, atteint de cancer. OK et cette sensibilisation, comment est-ce qu'on peut la mettre en place en entreprise? Eh bien, la Ligue contre le cancer, porte depuis, plus de 5 ans un projet qui s'appelle, Ligue entreprises engagées contre le cancer et à travers ce projet, on propose, des sensibilisations, alors 2 sensibilisations à destination de l'ensemble des collaborateurs et puis, une sensibilisation, plus spécifiquement à destination, des managers et à travers, en fait, ces sensibilisations, on va, transmettre un certain nombre d'informations et notamment, on va, permettre aux personnes, aux participants de mieux comprendre, la, maladie et ses répercussions, d'un point de vue, physique, psychologique, professionnel, social et également de développer des savoir-faire et des savoir-être, pour, savoir comment réagir face, à un collègue, atteint de cancer. Parce qu'effectivement, beaucoup se sentent assez démunis du fait de toutes les représentations individuelles qu'on peut avoir de la maladie et du fait des différentes représentations, collectives aussi qui font voilà, qui sont là, quoi. Ouais. Et souvent le cancer est quand même une maladie qui fait peur, hein. Quand, nous on fait les sensibilisations, on demande toujours en introduction, de dire à quoi ils pensent quand on dit le mot cancer, de nous donner un mot, qu'ils associent, au cancer et majoritairement, les mots qui ressortent, c'est, peur, mort, douleur, donc évidemment que quand on apprend qu'un de ses, collègues est atteint de cette maladie, on sait plus trop comment se comporter. Mmh. Et par exemple, si moi je suis dans une entreprise où on n'a jamais été sensibilisé, est-ce qu'il y a quelques grands éléments, tu vois, à avoir en tête de comment réagir, en tout cas de comment pas mal, agir? Alors des messages clés qu'on passe, à travers nos sensibilisations et qui est fondamental, c'est déjà, de prendre conscience et d'intégrer le fait qu'il n'y a pas, un cancer, mais il y a des cancers. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il y a autant de cancers et de réactions, face à un cancer que d'individus. Donc, à partir du moment où une personne vous annonce qu'elle a un cancer, surtout évitez, les préjugés ou les idées, toutes faites qu'on peut avoir sur la maladie ou sur, ses conséquences, du fait de son expérience personnelle ou, du fait de ce qu'on a entendu, par le biais des médias ou de n'importe quelle, source d'information. Donc, vraiment ça, c'est hyper important. On y va sans idées reçues. Donc on plutôt une posture quoi de Bah, on s'adapte en fait à la personne, on l'écoute, on part de ses besoins, de ses ressentis à elle et voilà, surtout, on part pas de ce qu'on connaît nous, parce que, mmh mh. il y a notre tante qui a eu, un cancer du sein, parce qu'il y a une multitude de cancers, il y a une multitude de traitements. Chaque corps réagit, différemment face à ces traitements. Donc en fait, voilà, il n'y a pas une façon de vivre le cancer. Ouais, donc la réaction appropriée, c'est celle où finalement on s'intéresse à la personne et ce dont elle a besoin. C'est ça, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être en soutien, et surtout pas dans le jugement Mmh mh. et surtout pas non plus à minimiser les choses. Beaucoup, en fait, face à une annonce de ce type-là, sont démunis, ne savent pas comment réagir, donc ils vont avoir tendance naturellement à rassurer. Ouais. Sauf qu'en rassurant, si tu dis: «Mais t'inquiète pas, maintenant ça se guérit bien», déjà vous n'êtes pas expert du cancer, donc vous savez même pas trop ce qu'elle a comme cancer, quel traitement elle va avoir, enfin voilà. Mais voilà, naturellement, on va avoir cette posture-là. Et ouais, il faut éviter d'essayer de rassurer la personne même parce que c'est enfin, je pense que ça part d'un très bon sentiment, hein, mais
Bah, c'est ça en fait, il y a plein de bonnes intentions, mais qui parfois peuvent être quand même mal interprétées et puis surtout la personne peut se dire: «Mais attends, moi je viens d'apprendre que j'ai un cancer, elle est en train de me dire: "Mais ne t'inquiète pas"». Enfin, elle se sentira peut-être pas reconnue en fait dans ce qu'elle est en train de vivre et dans tout ce qu'elle ressent. Donc en fait vraiment le meilleur, la meilleure posture, c'est l'écoute et le soutien et dire: «Je suis là si tu as besoin». Voilà et pour un employeur, c'est vraiment, de soutenir bien évidemment, d'être en capacité d'accompagner, de s'adapter, et de partir des besoins de la personne. Donc l'aider aussi parfois à formuler ses besoins parce que c'est pas toujours simple. Mais voilà, donc concrètement, ça peut être, organiser un temps d'échange pour, se mettre d'accord sur, comment va s'organiser, son absence. Comment on va répartir ses dossiers, par exemple, entre, pour que, ou certains dossiers, est-ce que certains dossiers peuvent être mis en suspens? Est-ce que d'autres doivent être pris? Enfin voilà, déjà, impliquer en fait le collaborateur dans la gestion de son absence. En tout cas, préparer son absence avec lui. Également, ça peut être aussi, se mettre d'accord et échanger sur une stratégie de communication sur sa maladie. Décider ensemble, ce qu'on dit ou ce qu'on dit pas aux collègues, aux clients, au réseau. Mais voilà, en fait, vraiment l'idée, c'est d'anticiper au moment de l'annonce le temps de l'absence si la personne, doit se mettre en arrêt, au moment des traitements. Par ailleurs, en fait, le fait que le collaborateur ait préparé, avec l'employeur son absence, ça permettra aussi plus facilement, qu'il prépare avec son employeur son retour lorsqu'il se sentira prêt, à reprendre son travail et on sait à quel point c'est, essentiel de pouvoir anticiper et préparer, son retour. Ouais, j'imagine que ça enlève plein d'inquiétudes, des 2 côtés en tout cas de poser tout ça, de se mettre d'accord, qu'est-ce qu'on dit, comment on fait, comment on gère la charge de travail et quand tu reviendras, OK. Exactement, il y a vraiment, c'est beaucoup moins anxiogène de partir quand on a bien préparé, son absence et de revenir en ayant préparé son retour. Bon, bah, super. Merci pour, ces conseils, Camille. Maintenant, on va passer sur une partie où, bah, voilà, il y a pas forcément toujours des personnes qui sont malades dans les entreprises, mais néanmoins, on veut, l'éviter le plus possible. Alors comment est-ce qu'on fait? Quels outils ou initiatives on peut mettre en place en tant qu'employeur, pour promouvoir la santé des employés sur le lieu de travail? Yana, en tant que spécialiste de la prévention, je te pose la question. Alors, ce qu'il faut voir en premier lieu, c'est que pour nous, l'entreprise est un lieu privilégié pour toucher la population active. L'entreprise est aussi un lieu d'exposition à des risques environnementaux et comportementaux où peuvent être mises en place des actions et des projets de prévention et de dépistage, bien sûr, afin que tous les acteurs de l'entreprise, dans une dynamique collective, quelque chose que nous soulignons très souvent, participent à l'amélioration de la santé au travail. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la prévention et la promotion de la santé en entreprise font partie des obligations légales, donc pour les entreprises en vertu du code du travail. Donc les employeurs doivent prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique, mais aussi mentale des salariés. Donc ainsi, la Ligue est très souvent appelée à l'aide ou en tout cas sollicitée pour mener des interventions en entreprise. Donc ce que nous proposons, alors nous le proposons à l'occasion, par exemple, des mois des dépistages organisés comme Octobre Rose ou Mars Bleu, mais aussi à l'occasion d'une demande, d'une sollicitation de la part d'une entreprise. Eh bien, on propose des démarches intégrées qui peuvent totalement s'intégrer dans des dispositifs comme par exemple le RSE ou le document unique. Donc c'est de cette façon-là un peu que nous installons aussi des actions, notamment dans le cadre d'un projet propre à la Ligue qui s'appelle Ligue Entreprise. Alors, lorsque nous intervenons dans une entreprise, on propose quelques démarches préparatoires, donc une prise de contact avec la direction et évidemment le CSE, afin d'élaborer ensemble une démarche de prévention. Et lorsque effectivement nous sommes engagés et fortement engagés des deux côtés, ce qui est très important, on va identifier tous les acteurs qui vont intégrer un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage va être extrêmement représentatif de l'entreprise puisqu'on aura des employeurs, des salariés, des représentants du personnel, des membres du CSE et des différents services de santé au travail s'ils en existent sur place. Il s'agit là de vraiment impliquer tout le monde
de sorte à garantir un engagement total. Le comité de pilotage ainsi constitué va élaborer des indicateurs d'alerte et de suivi, et donc cette démarche peut être intégrée effectivement dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, mais nous intégrons cette démarche avec l'amélioration de la qualité de vie au travail également. Donc, première action que nous mettons en place systématiquement, c'est de faire un diagnostic, constat préalable de la santé de la population qui nous intéresse, là en l'occurrence l'entreprise. On va s'intéresser au climat social, à la culture d'entreprise, et puis on va essayer d'identifier la présence de différents facteurs de risque. Ouais, ça va être quoi, par exemple, les facteurs de risque que vous allez observer? Alors en fait, on va avoir des facteurs de risque de cancer, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, notamment la consommation de tabac et d'alcool, qui font partie des principaux facteurs de risque de cancer, puisqu'ils vont constituer 28% des cancers évitables. Comme cela a été indiqué précédemment, nous avons 40% des cancers qui sont évitables. Et, donc, si nous arrêtons de fumer et de boire, déjà, on peut prévenir la maladie à près de 28%. C'est déjà énorme. Dans nos premières orientations de travail avec une entreprise, on va effectivement tenter d'évaluer ces consommations-là, puisqu'elles ont une part extrêmement importante. Une fois que nous aurons fait un diagnostic et dressé un constat, nous allons mettre en place des actions. Alors, il y a différentes thématiques qui peuvent être abordées, comme les interventions. On va mener différentes interventions et ça va dépendre aussi des besoins spécifiques de l'entreprise. Mais en tout cas, on va parler de l'aspect juridique, car il y a une réglementation. On ne peut pas consommer, par exemple, du tabac dorénavant dans les lieux clos et couverts, notamment en entreprise. On ne peut pas consommer de l'alcool, ou alors avec des dérogations. Il y a une liste des alcools qui sont encore tolérés, mais à condition que ce ne soit pas exclu par le règlement intérieur. Donc il y a déjà beaucoup d'aspects juridiques à présenter parce qu'ils sont importants de sorte à informer tout le monde. Et puis on va s'intéresser effectivement aux risques sanitaires, donc au rôle aussi que chacun des acteurs de l'entreprise peut jouer. Ok, ça marche. Si on veut aller un peu plus loin dans tout ce qui est à éviter en entreprise, donc tu as parlé du tabac et de l'alcool, est-ce qu'il y a je sais pas, des pratiques spécifiques qu'on peut voir en entreprise qui sont à éviter en termes de prévention pour diminuer le taux de cancer chez les actifs? Oui, tout à fait. Alors, lorsque nous allons intervenir, nous allons proposer différents types d'interventions de prévention et de promotion de la santé. Ce qui se passe ces derniers temps, c'est que la Ligue s'intéresse beaucoup au développement d'environnements favorables à la santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous allons faire en sorte d'adapter l'environnement de sorte à ce que les personnes qui fréquentent ce lieu fassent les bons choix pour leur santé. Donc aujourd'hui, nous sommes passés d'une prévention strictement individuelle à une prévention collective. Donc en fait, il est extrêmement important que notre urbanisme nous invite, nous oriente vers des choix favorables à la santé. Et très concrètement, qu'est-ce que fait la Ligue, et ce depuis plus de 10 ans? Nous mettons en place des espaces sans tabac. Et des espaces sans tabac extérieurs, puisqu'il est dorénavant interdit de fumer à l'intérieur de l'entreprise. Eh bien, nous allons aussi développer des espaces sans tabac en extérieur, de sorte à dénormaliser le tabagisme. Et comme je vous le disais en introduction, je pense, c'est notre environnement parfois qui va nous encourager à certains comportements néfastes pour la santé. Et donc le fait de le dénormaliser, de ne plus le rendre normal, eh bien, ça permet effectivement que les personnes qui fréquentent ces lieux fassent des choix effectivement favorables à la santé. C'est ce qu'on voit dans les conduites de pratiques de changement de comportement. Il faut changer l'environnement parfois pour changer les comportements et on retombe sur cette idée. Cela est vrai effectivement pour le tabac, mais cela est aussi vrai, par exemple, en ce qui concerne la restauration collective. On peut tout à fait faire en sorte que les repas proposés par la restauration collective de l'entreprise soient effectivement plus équilibrés. Et donc là, effectivement, on va lever un autre facteur de risque de cancer. Donc, par exemple, remplacer les machines automatiques qui vont nous délivrer, je sais pas, des chips et des gâteaux par des machines qui proposent des fruits, ça, c'est un environnement favorable à la santé, par exemple. Effectivement, donc en fait, ces machines-là, elles sont clairement à bannir, puisque tout ce qui est trop sucré, trop salé, trop gras n'est pas bon pour la santé, donc il faut respecter un équilibre alimentaire. Nous faisons des recommandations en ce sens, notamment dans le cadre de nos interventions. Mais là, je n'ai parlé que de l'environnement
favorables à la santé. Et pour cela, nous avons vraiment besoin de l'implication de la direction parce que peut-être il y aura des aménagements à mettre en place. Ne serait-ce que mettre à la disposition l'eau pour pouvoir s'hydrater ou mettre en place des pauses pour pouvoir effectivement faire quelques pas, conseiller de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, ça fait partie des fameux nudges qu'on utilise beaucoup dans le cadre des environnements favorables à la santé. Et donc voilà, ça c'est une première étape où on va venir faire un diagnostic et effectivement conseiller les responsables de l'entreprise de sorte à ce que effectivement il y a quelques aménagements qui soient mis en place et qui très très souvent ne coûtent pas cher. Et dans un deuxième temps, on va effectivement venir faire des interventions. Alors, nous commençons toujours par une intervention collective de prévention où on va sensibiliser de manière générale sur la prévention des cancers parce que si certains vont être plus sensibles à des facteurs de risque peut-être comportementaux qui sont liés donc à nos comportements personnels, d'autres vont peut-être être plus sensibles à des facteurs de risque environnementaux et vont s'intéresser à la pollution de l'air, de notre environnement, à la prévention du radon et tout ce qui concerne les bons gestes en santé environnementale vont être dispensés par ce biais d'une intervention collective. Et ensuite, nous allons faire des interventions un peu plus personnalisées où on va s'adresser à certains groupes de personnes qui vont avoir des besoins spécifiques. Par exemple, nous allons beaucoup intervenir en arrêt du tabac, l'accompagnement à l'arrêt du tabac, parce que c'est le principal facteur de risque de cancer. Ensuite, nous allons aussi parler de la réduction de la consommation d'alcool. Nous espérons que cette entreprise va continuer à avoir des événements festifs, des pots de départ, des fêtes d'anniversaire, mais dans ce cadre-là, on peut aussi conseiller de proposer des boissons non alcoolisées qui sont aussi bonnes pour la santé. Aussi, nous allons nous parler beaucoup d'alimentation équilibrée. Nous allons aussi parler de protection de l'exposition aux ultraviolets, par exemple pour des entreprises du BTP. C'est notamment un facteur de risque qui est très important. Donc, on va beaucoup parler protection solaire. Donc, en fonction de l'entreprise, en fonction des facteurs de risque que nous aurons constatés, eh bien, nous allons complètement adapter notre démarche. Oui, ok, hyper intéressant comme façon de procéder. Donc, on a vu que les entreprises, elles peuvent nous mettre en place un programme de prévention. Là, aujourd'hui, on est aussi dans le cadre du podcaston et on a envie de soutenir les activités de la Ligue contre le cancer. Marie-Odile, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, les entreprises, pour collaborer avec la Ligue, soutenir ses actions, que ce soit la recherche ou l'accompagnement des personnes malades? Il y a beaucoup de moyens de s'associer à la Ligue. Il faut savoir que la Ligue, elle ne vit que par la générosité du public. Et le public, on entend voilà, les individus, mais aussi les entreprises qui ont leur rôle à jouer là-dedans. On a vu juste avant qu'elles avaient un gros rôle pour relayer nos messages en prévention, sur le dépistage et tout ça. Et devenir partenaire de la Ligue, c'est aussi adhérer à tout ça et soutenir financièrement pour nous aider à porter plus loin toutes ces missions, à développer des nouveaux projets et aussi contribuer à irriguer tous ces messages et à nous aider à toucher toujours plus de personnes. C'est hyper important pour nous et c'est presque une condition, en fait, quand on devient mécène ou partenaire de la Ligue en tant qu'entreprise, on s'engage pour... En fait, on appelle ça, chez nous, la technique du kangourou. J'adore. Qu'est-ce que c'est que la technique du kangourou? Le kangourou, imaginons que c'est l'entreprise. L'entreprise, elle va nous prendre tel un bébé kangourou dans sa poche et nous emmener et ensemble, on va aller délivrer les messages et essayer de travailler ensemble. En fait, on voit vraiment ça comme, c'est un soutien financier et c'est hyper important, c'est vital pour nous, mais c'est aussi on travaille ensemble et ensemble, on va participer à améliorer et à progresser. Voilà, ça, c'est vraiment essentiel pour nous et ça conditionne
finalement le lien et la création de nouveaux partenariats pour nous. Les entreprises aujourd'hui, elles ont compris que le regard du grand public, il est hyper important. Elles sont scrutées, on attend qu'elles soient responsables et qu'elles aient un impact sociétal qui soit le plus positif possible. On parle beaucoup d'impact environnemental aussi, et le social, c'est un peu le pendant finalement de tout ça. Et s'associer à la Ligue, c'est aussi dire, voilà, nous, on contribue, on apporte notre pierre à l'édifice pour faire en sorte que dans notre politique RSE, comme on en entend souvent parler, il y ait aussi ce souci de contribuer à échelle même très grande finalement, en s'associant à la Ligue et en essayant d'améliorer un peu la situation du cancer actuellement. Voilà. Ok. Et il n'y a pas que les grandes entreprises peut-être qui ont une politique RSE qui peuvent soutenir la Ligue. Je suppose qu'il y a plein d'initiatives de plus petites structures qui peuvent être mises en place. En fait, la Ligue, sa spécificité, c'est l'ancrage territorial qu'elle a. Nous, on est vraiment sur le territoire, sur le terrain, aux côtés des personnes, et ça se traduit aussi dans les relations qu'on noue avec les entreprises. Parce que c'est pas juste le siège de la Ligue qui va faire des partenariats, c'est chaque comité départemental qui va essayer de s'associer, mais même aux boulangeries, vous voyez. Enfin, même les commerces locaux sont invités à prendre part parce qu'ils ont un public, parce qu'ils ont des moyens financiers on n'a pas forcément besoin de chaque petit don compte, chaque don est essentiel. Et donc voilà, nous ce qui est important, c'est le sens, c'est de pouvoir porter des messages, de progresser ensemble. Et je pense que toutes les entreprises finalement en France, quelle que soit la taille, peuvent contribuer à ça, et au contraire, elles sont bienvenues parce que ça nous permet aussi d'avoir des partenariats et des partenaires qui sont à l'image de la Ligue, c'est-à-dire partout, pour tout le monde, et sans différence finalement. Et est-ce qu'il y a des actions un peu, je sais pas, un peu type, un peu sympa que les entreprises elles mettent en place? Peut-être par exemple pour déconstruire cette idée du mécénat de très grandes entreprises, on a là une entreprise de minoterie, donc qui travaille sur de la farine, qui nous a contactés pour savoir comment elle pouvait nous aider. Alors ils étaient un peu perdus, on s'est dit: «OK, asseyons-nous, on va voir ce qu'on peut faire». Déjà, sur quelle thématique on peut se retrouver par rapport à leur cœur de travail, leur cœur de métier? Et donc là, on s'est dit, en termes de prévention, expliquer qu'une alimentation saine et riche en fibres, c'est quelque chose d'important. Et donc là, on se retrouve sur leurs produits, leurs farines, et d'essayer de convaincre et de faire savoir aux clients de cette entreprise que finalement, dans les choix qu'on peut avoir, privilégier une farine riche en fibres, complète, ça peut être vecteur d'une bonne santé. Je vois Yana qui fait oui et qui confirme. Et voilà, donc on s'est dit: «OK, ça c'est le point de départ. On a un vrai sujet, on a du sens et on a matière à porter un message commun». Et donc cette entreprise s'est engagée à distribuer les messages de prévention autour de ces sujets, autour de toutes les boulangeries partenaires avec lesquelles elle travaille. Et donc on est vraiment sur porter ce message ensemble, et quelque chose de très qualitatif et qui est vraiment au cœur du sujet. Et en même temps, elle reverse une partie de ses bénéfices, dans le cadre de cette opération, à la Ligue contre le cancer. Donc on est vraiment sur quelque chose de construit par rapport au niveau de moyens de l'entreprise pour le soutien financier, mais en même temps, un vrai geste engagé de la part de l'entreprise qui vient nous aider à délivrer nos messages. Trop bien, super exemple. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Peut-être qu'on peut se garder un petit mot de la fin sur quelque chose que vous avez envie de dire sur cette thématique en mot de conclusion. Moi, je trouve que souvent, on dit que le cancer, c'est une thématique difficile. Voilà, oui, c'est pas très rigolo, mais en vrai, moi, ce que j'ai découvert en travaillant à la Ligue, c'est que c'est quand même quelque chose qui est plein d'espoir, parce qu'on l'a vu avec les chiffres. On a vraiment moyen, hyper concrètement et hyper facilement, d'agir et de rendre ça moins dramatique. Et finalement, voilà, moi, je vois pas du tout ça comme quelque chose de difficile, mais plutôt comme plein d'espoir, parce qu'on est sur une cause qui avance, qui est très, très financée en termes de recherche, et on est sur des avancées concrètes à tout niveau finalement. Donc si je pouvais, voilà, juste, si par ce podcast, on pouvait faire comprendre
à ceux qui nous écoutent que finalement c'est positif tout ça et qu'on avance, voilà, ce serait la chose que j'aimerais retenir. Ouais, pas avoir peur de s'engager avec la ligue parce que c'est pas un sujet marrant et ça fait un peu peur, quoi. Au contraire, c'est un projet d'espoir. Moi, en prévention, ce que j'ai évidemment à dire, c'est que près de la moitié des cancers sont évitables. Donc, il faut juste adopter les bons comportements et les bonnes attitudes et le plus tôt possible. Et donc, ne pas hésiter à se renseigner sur les facteurs de risque de cancer et tenter de les éviter. Donc, ne pas fumer, ne pas boire, manger sainement, se protéger du soleil puisque le printemps frappe à la porte, ne pas hésiter à couvrir sa tête d'une casquette ou d'un chapeau et mettre de la crème solaire tous les jours. Non seulement pour ne pas avoir des rides, mais effectivement pour éviter tous les cancers évitables. Donc faire du sport, hein, prendre les escaliers, c'est bon pour la forme. Voilà, tous les messages de santé qui sont dorénavant extrêmement accessibles, hein, à chacun. Donc pour effectivement éviter la maladie, il y a des petits gestes, des bons gestes et des habitudes de vie à prendre. Et donc voilà, le cancer n'est pas une fatalité. Ouais, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de parler des éco-gestes, et il y a aussi les gestes santé du quotidien, en effet. Merci, Yana. Davantage sur la thématique emploi et cancer et comment concilier vulnérabilité et performance. Je voulais aussi rajouter simplement le fait que l'environnement de travail a son rôle à jouer en fait dans le maintien et le retour à l'emploi d'une personne atteinte de cancer. Il a son rôle à jouer dans la lutte contre la désinsertion professionnelle et rappeler que le soutien social, c'est important dans la traversée de la maladie. C'est même considéré comme un facteur d'amélioration de la qualité de vie. Grâce à ce soutien, la personne va se sentir moins exclue, moins abandonnée, moins seule face à cette épreuve. Adopter un comportement de soutien, accompagner les collègues qui sont en difficulté parce que ils en ont besoin et ça permettra à ce qu'ils reprennent une vie normale peut-être plus rapidement et dans de bonnes conditions. Voilà, en tout cas, vous avez un rôle à jouer. Eh ben, merci beaucoup à toutes les trois. Donc, si on est une entreprise qu'on veut soutenir la Ligue, on t'appelle Marie-Odile, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et si là, vous écoutez plutôt en tant que particulier pour faire des dons, ça se passe où? Pareil, c'est sur le site, vous tapez sur Google la Ligue contre le cancer et vous laissez. Ok, eh ben super, merci beaucoup. Et je mettrai quand même le lien du coup dans la description pour les plus feignants d'entre eux. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Camille, Yana et Marie-Odile et que vous ressortez motivés pour lutter vous aussi contre cette maladie, en prévention, sur le lieu de travail et en soutien de cet incroyable travail que la Ligue réalise. Comme prévu, je vous mets les liens pour faire un don ou aller chercher de l'information dans les notes de l'épisode. Pour découvrir d'autres associations en podcast toute la semaine, vous pouvez vous rendre sur podcaston.org. À bientôt!